Il ne faut surtout pas qu'il croit trop à l'avance qu'il a déjà remporté ce Paris-Nice. Parce qu'à l'allure où vont débouler les coureurs ici, la meilleure moyenne actuellement approche les 53 km/h. Ah ouais, c'est très impressionnant. C'est Stefano Casagrande qui a fait le meilleur temps jusqu'ici. Plus de 53 km/h, c'est extrêmement impressionnant. Et vous comprendrez qu'à cette allure-là, on a vite perdu une quarantaine de secondes. Voilà, donc nous découvrons ce parcours avec Marco Saligari de l'équipe MG Technogym. Et nous voyons l'endroit où est donné le départ, c'est à Antibes. Et c'est Mariano Rojas qui s'élance, qui a tout juste 23 ans, qui est l'un des jeunes équipiers de Laurent Jalabert et qui est l'un des Espagnols les plus prometteurs du peloton. Alors, le départ de Rojas nous permet, Bernard, de découvrir en fait également le début de ce contre-la-montre qui suit en fait le bord de mer, qui épouse le bord de mer de Antibes. C'est un contre-la-montre typique pour rouleur, puisqu'il n'y a aucune côte. Il n'y a pas de relance non plus, parce qu'il y a certains moments où on peut avoir des contre-la-montre tout plats, mais avec des virages à angle droit, voire même en épingle à cheveux, qui vous obligent à ralentir, à repartir par la suite. Ici, non. Une fois que le coureur a pris sa vitesse linéaire et peut la conserver jusqu'à l'arrivée, à condition, bien sûr, d'être assez fort pour maintenir la moyenne. Voilà Pascal Chanteur qui en termine. Pascal Chanteur qui est un bon sprinter. 3 fois dans les 10 premiers l'an dernier, dans des étapes du Tour d'Espagne. Arrivé également, voilà donc Pascal Chanteur. Une nouvelle équipe française, Petit Casino. Petit Casino, c'est votre équipe, dirigée par Vincent Lavenu. Et information bien sûr importante, nous avons appris juste avant Paris-Nice, et nous l'avions dit la semaine dernière, que Armand de las Cuevas avait signé en faveur de cette équipe. Et cela permet bien sûr à Vincent Lavenu de disposer maintenant d'un vrai leader pour les courses par étapes. En action, le sprinter espagnol Francisco Cabello, vainqueur d'étape sur le Tour de France en Angleterre. On s'en souvient, il avait battu Emmanuel Magnin. Oui, et on peut se rendre compte ici du matériel utilisé par les coureurs. La plupart ont choisi une roue arrière lenticulaire, c'est-à-dire compacte, pleine, et une roue avant avec des rayons ou d'autres systèmes, mais qui n'est pas compact. Il y a maintenant plusieurs sortes de roues avec des rayons plats, avec des bandes. Tout un choix de matériel. Aujourd'hui, le choix n'est pas très compliqué parce qu'il y a un petit peu de vent, il n'y a pas de pluie. Au départ, Axel Merckx. Regardez la belle allure, le bel athlète. Sous les yeux de son papa qui est arrivé hier soir. Oui, sous les yeux d'Eddy Merckx. Il fait une bonne course, Axel Merckx, hein, dans l'ensemble, dans ce Paris-Nice. Ouais, très très bon coureur. Voilà Gianluca Gorini qui en termine. Et il va faire un bon temps, hein, 22-34, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs temps. Hein. Et je crois que c'est le meilleur temps. Non, c'est le troisième temps. Oui. Ça doit être c'est ça, le troisième temps. Un troisième temps, meilleur temps pour l'instant, Stefano Casagrande. Ensuite, Michael Anderson, le Suédois. Hein, c'est bien ça. Oui, troisième exact, temps, exact. C'est étonnant qu'il n'ait pas pris de casque ici. Alors il faut préciser, Bernard Thévenet, hier soir nous avions rencontré Laurent Jalabert, Christopher Bormann, de manière à analyser ce parcours de contre-la-montre et à établir avec eux des moyennes prévisionnelles. Et Christopher Bormann, l'ancien recordman du monde de l'heure, vainqueur du prologue sur le Tour en 94, Christopher nous disait, bon, il va y avoir un peu de vent et tout, on mettra entre 23 minutes 30 et 23 minutes 40 pour les meilleurs. On se rend compte qu'il y a plus d'1 minute d'écart avec les prévisions de Christopher Bormann. Alors que nous voyons en action Rolf Jährmann, le Suisse, vainqueur d'étape sur le Tour notamment. Très très bon coureur de 30 ans, la formation MG. Donc moins d'1 minute par rapport aux prévisions de Christopher Bormann. Il faut dire qu'il y avait un paramètre très important, Bernard, c'est le vent. Hier, le vent, on pensait qu'il serait défavorable. Eh bien, il ne l'est pas. Et aujourd'hui, il est plutôt favorable au départ et on dira les 3/4 favorables sur la fin. Il faut savoir qu'un vent 3/4 favorable est en réalité un léger handicap. Mais bon, évidemment, vous l'avez compris, c'est quand même mieux que de l'avoir de côté ou de face. C'est ici Stéphane Goubert. Oui, Stéphane Goubert, il était très bien classé, Stéphane. Et puis malheureusement ce matin, il a connu une défaillance. Il a perdu 8 minutes dans l'étape de ce matin sur 70 km. Ce qui fait qu'il se retrouve maintenant 21e au classement général à 10 minutes 6.
On a parlé des chutes hier, Jean-René, bien justement, Stéphane Goubert était fatigué. C'est mal remis d'une chute pourtant bénigne il y a 3 jours, mais depuis 3 jours, il dort mal et bien ce matin, il a payé l'addition. Il faut dire que le parcours ce matin était très difficile, hein. C'est un parcours très difficultueux, avec beaucoup de côtes. Les coureurs sont arrivés semés sur 4 ou 5 groupes. Et malheureusement, bien, Stéphane Goubert s'est retrouvé dans l'un de ces groupes et n'a pas pu réussir à accrocher le gros peloton. Mais c'est néanmoins un Paris-Nice également encourageant pour Stéphane Goubert. Oui, Stéphane Goubert qui a re-signé pour 1 an en faveur de la formation Festina de Brunner-Roussel. On se souvient qu'il avait fait un bon tour d'Espagne l'an dernier. Regardez le monde. Nous sommes sur la promenade des Anglais. Et il y a effectivement... Il y a effectivement un petit rayon de soleil. C'est pas négligeable, hein, Bernard. C'est toujours très motivant pour les coureurs. Surtout parce qu'ils craignaient un peu la pluie cet après-midi. Et il n'y a rien de plus énervant que de devoir partir dans un contre-la-montre sous la pluie. Voilà les 10 premiers du classement général qui vont partir. Le premier, c'est bien sûr le 10e. Il s'agit de Andrea Perron de la formation Motorola. Andrea Perron qui fait lui aussi un bon Paris-Nice. Il est 10e à 2,46 de Laurent Jalabert. Et l'équipe Motorola qui s'est distinguée en permanence depuis le départ, c'est-à-dire depuis Châteauroux. Si on regarde le classement général, on se rend compte qu'Armstrong est 2e à 48 secondes. Ensuite, un peu plus loin, on trouve Madouas. Ah ben, vous voyez, voilà l'ordre des départs, en fait, des 10 premiers du classement général, puisque l'on part dans l'ordre inverse du classement. Donc, vous le voyez, Perron est le premier, le 10e du classement général à s'élancer. Et donc, de 2 minutes en 2 minutes, le dernier étant bien sûr Laurent Jalabert à 16h. Ce sont seulement les 10 derniers qui partent de 2 en 2 minutes. Ouais. Les autres partent de minute en minute afin de ne pas faire un temps trop long, de ne pas commencer l'épreuve trop tôt et de désavantager les premiers partants. Oui, je disais donc l'équipe Motorola. Armstrong 2e du classement général, Laurent Madouas 8e, Andrea Perron 10e et Axel Merckx 12e. Très beau comportement de cette équipe Motorola qui est l'une des plus belles, une des équipes les mieux organisées du cyclisme professionnel, Bernard. Hein. C'est un exemple. Hein. C'est bien d'ailleurs que ce soit les Américains, parce que ça donne une belle image du cyclisme aux États-Unis. C'est très bon ça. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, l'équipe Motorola est bien sûr en tête du classement par équipe. Devant l'équipe, on ne sait, de Laurent Jalabert. Ça leur arrive pas souvent. Hein. Voilà, au départ, maintenant, bien évidemment, André Hitchmill, vainqueur d'étape à Saint-Tropez. Ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Souvenez-vous l'an dernier de cette accumulation de places d'honneur d'André Hitchmill dans Paris-Roubaix, dans le Tour des Flandres, dans Liège-Bastogne. Voilà Frédéric Pontier qui en termine. Il était l'un des échappés de l'étape d'hier. Et José Luis Sanchez. C'est Jean-Philippe Daugeva qui va faire une bonne performance, je pense. Hein. Voilà, André Hitchmill. Prêt à s'élancer. Beaucoup de concentration hein, dans ces moments-là, Bernard. Hein. Au moment où on est sur cet instant du départ. Il faut savoir qu'on devra tout donner. On aura quand même une certaine limite à ne pas dépasser. Hein. Pas rentrer dans le rouge, comme disent les coureurs. Il s'est coiffé d'une sorte de bonnet de bain pour assurer une meilleure pénétration dans l'air. Il faut dire qu'assez moyenne, à près de 54 km à l'heure. Vous avez, on ne va pas dire un cheveu, mais une oreille qui dépasse. Ouais. C'est une dépense d'énergie inutile. Donc il faut absolument, plus on va vite et plus on a intérêt à avoir une attitude le plus aérodynamique possible. Mais on a des limites évidemment, parce qu'on ne peut pas se mettre n'importe comment sur le vélo. On est obligé de garder une allure qui permette de conserver un style qui puisse donner de la force en même temps. Il y a donc une sorte de compromis entre le confort sur la bicyclette et l'aérodynamisme. Voilà le meilleur temps pour l'instant, Stefano Casagranda, 22-26. Et voilà Erwan Manteour, regardez le jeune breton Erwan Manteour qui améliore la meilleure performance. 21 minutes 54, la moyenne horaire impressionnante. 54 km/h, 520. 54 km/h, 520. Et Erwan Manteour, ce qui est tout à fait remarquable de la part du jeune breton Erwan Manteour qui l'an dernier courait dans la formation Cedico, une équipe belge où
disons-le, on ne lui a pas donné beaucoup de chance de s'exprimer. Il a très peu couru et il a pratiquement envisagé à la fin de la saison dernière de quitter les rangs professionnels, ce qui aurait été bien dommage. Et puis, eh bien, Erwan Manteour a été engagé par l'équipe monégasque Aki et il réalise un bon Paris-Nice. Il est le frère, bien sûr, de l'autre Manteour qui courait avec Cyril Guimard et qui avait gagné notamment l'étape du Tour de France. Et Pierre-Henri de son prénom, et qui est actuel recordman de France de l'heure. On s'est roulé très très vite dans la famille Manteour. Et voilà un autre breton. 54,5 pour Erwan. Regardez, un autre breton. Laurent Madouas, nouveau venu au sein de la formation Motorola. Vous savez qu'il y a 2 coureurs français qui ont rejoint cette année l'équipe Motorola. Laurent Madouas et Bruno Thibault. Laurent Madouas qui est en phase ascendante, 8e de classement général pour l'instant. Bon, le contre-la-montre individuel sur un parcours aussi roulant où il faut utiliser la force pratiquement en permanence, la puissance. Disons que c'est pas... Alors, voilà, vous le savez, il y a au 10e kilomètre, c'est-à-dire à Saint-Laurent-du-Var, un poste de chronométrage intermédiaire qui nous donnera donc des indications intéressantes plus nous allons avancer dans le classement général. Et pour l'instant, donc, le résultat au 10e kilomètre confirme le classement provisoire. Erwan Manteour était aussi passé en tête au 10e kilomètre. Très bonne... On a vu qu'Olano était à 25 secondes. Hein. Oui. Oui. On a vu également que Moncassin était placé. Ça, c'est un peu c'est étonnant. C'est très très bien de la part de Moncassin parce qu'on ne l'attendait pas en bonne position dans un contre-la-montre. Alors sur Olano à 25 secondes, il ne faut surtout pas bien évidemment se faire de soucis. Abraham Olano, champion du monde au mois d'octobre, très sollicité cet hiver, premier espagnol, vainqueur du championnat du monde. Il a eu un hiver assez chargé, disons. Et puis Abraham Olano vient doucement et l'objectif, alors que Inigo Cuesta de la formation ONCE s'apprête à s'élancer, l'objectif d'Olano c'est d'être très fort pour le Tour d'Italie et le Tour de France. Donc bien évidemment, il va monter en puissance progressivement. Il a pour l'instant, nous avouait-il, 3 kilos de trop. Enfin, c'est bien de sa part d'essayer de faire un test, d'essayer de faire une place. Ouais. Par moment, il faut quand même se situer. On ne peut pas toujours rester en attente. Et c'est bien de la part de l'Andorre ici. Inigo Cuesta est également un très bon coureur. Un bon coureur aussi contre la montre. Hein. Et s'il est assez motivé, s'il lui reste assez de force, parce qu'il ne faut pas oublier que tous les coureurs de la ONC, depuis une semaine, ils sont au charbon tous les jours. C'est-à-dire qu'ils roulent en tête du peloton tous les jours. C'est très usant. Voilà, Frédéric Moncassin qui porte le maillot vert-jaune de leader du classement par points parce qu'en fait il est 2e du classement par points derrière Jalabert et comme Jalabert a le maillot blanc, eh bien Moncassin porte ce maillot. Voilà, Frédéric Moncassin qui a gagné, on se souvient bien sûr, la première étape de ce Paris-Nice, qui après 3 années passées en Hollande est revenu dans une équipe française, en l'occurrence l'équipe Gann, et il fait un bon début de saison, 2e de Bruxelles, Kurn-Bruxelles, et vainqueur d'étape. Voici Mauro Gianetti, souvenez-vous, le coureur suisse vainqueur l'an dernier consécutivement de Liège-Bastogne-Liège et de l'Amstel Gold Race, et qui malheureusement avait fait une chute terrible ensuite. Il était revenu au moment du championnat du monde. Il est maintenant, bien sûr, dans la formation Polti avec Luc Leblanc. Regardez, Frédéric Moncassin. Ah, comme le disait en souriant Laurent Jalabert, le Sud-Ouest, ça marche. Hein. Jalabert, donc vainqueur du Tour de Valence, vainqueur de la Classique Haribo, 2 fois vainqueur d'étape sur Paris-Nice et dans quelques minutes, vainqueur final. Voilà, Richard Virenque. Il y a aussi Didier Rousse, vainqueur d'étape au Tour de Valence, et Moncassin, vainqueur d'étape de Paris-Nice. Le Sud-Ouest, le rugby et le cyclisme. Alors l'arrivée de Richard Virenque qui a été l'un des grands animateurs de ce Paris-Nice. Il a fait 2 échappées de plus de 100 km. C'était plus pour se tester que dans l'espoir véritable de remporter l'étape. Mais c'est également un bon état d'esprit de Richard Virenque qui cherche à se faire mal pour arriver à attendre dans les bandes classiques. Voilà, Abraham Olano qui ne porte pas son maillot de champion du monde. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi. Il n'en a peut-être pas avec la combinaison contre la montre. Voilà, Abraham Olano qui en termine, 22,43. Bon, c'est une performance intéressante, 52, 560 de moyenne. Il faut déjà les faire. Oui, il faut déjà les faire, c'est bien évidemment. Vous voyez qu'il est un peu large, Olano. Hein. Il a 3 kilos de trop, il le dit lui-même. Laurent Brochard, 6e du classement général à 1,33. Il va falloir que Laurent se batte. Il porte le maillot bleu du meilleur grimpeur de ce Paris-Nice. Il a été présent durant toute
les étapes. Il est le leader de cette formation Festina, car Richard Virenque est pour l'instant en phase ascendante. Il a d'autres objectifs plus lointains dans la saison. Laurent Brochard, 6e du classement général. Et alors, il va y avoir une extraordinaire bataille pour le podium derrière Jalabert et pour les places d'honneur. Et Laurent Brochard, 6e à 1,33, il est dans le jeu. Il est dans le jeu. Puisqu'on parle de Brochard qui est 6e, il faut noter qu'il est 3e français. Hein, il y a 4 Français dans les 8 premiers, il faut le souligner. Ouais. C'est un indice de bonne santé de notre cyclisme. Jalabert, Leblanc, ce n'est pas tous les ans que nous avons eu des coureurs placés comme cela dans Paris-Nice. En général, les Français arrivent un peu plus tard en forme dans la saison. On va étudier un peu le matériel utilisé par Laurent Brochard. Eh bien, s'il est resté fidèle à ce qu'avait dit Bruno Roussel, c'est-à-dire une roue arrière compacte, parce que lorsqu'il y a du vent, on a remarqué qu'une roue pleine avait un meilleur rendement qu'une roue à rayon ou à bâton. Alors, André Ozzela qui en termine. L'échappée de ce matin. Oui. Deuxième ce matin. Oui. Vous vous rendez compte que ce sont des garçons qui sont quand même assez loin en faisant 51, 500 de moyenne. Boscardine, très bon temps, 22-26. Ouais. Vainqueur de l'étape d'hier, vainqueur du Tour du Haut-Var aussi. Alors Bruno Roussel tout à l'heure m'a dit qu'il le mettait dans les 3 premiers. Là, je crois que ça va être un petit peu juste. Alors Frank Vandenbroek, aussi sous les yeux d'Eddy Merckx, bien évidemment. C'est potentiellement le nouveau leader du cyclisme belge. Il a gagné en fin de saison dernière Paris-Bruxelles. En début de saison, le Tour méditerranéen organisé par Lucien Aymar avec une victoire lors de la dernière étape au pied de Notre-Dame de la Garde. 22 ans, neveu de Jean-Luc, le directeur sportif de la formation Lotto, et Jean-Luc Vandenbroek, ancien vainqueur de Paris-Nice. Oui. Voilà, Aitor Garmendia. Alors, regardez bien ce garçon, il va être l'un des guerriers de Laurent Jalabert cette année. Depuis 3 ans, il était l'un des plus solides équipiers de Miguel Indurain et il a quitté l'équipe Banesto pour rejoindre la formation Once. Ça, c'est un coureur extraordinaire, notamment pour les contre-la-montre de Paris. Vous avez vu, il est quand même 6e actuellement, malgré tout le travail qu'il a effectué depuis 8 jours. Ouais. Ouais, ce extraordinaire. Marc Garmendia est un excellent rouleur. Il le prouve ici, mais on le savait. Mais il faut dire que lorsque l'on a fait le travail pour un leader pendant 8 jours, on a travaillé à un certain rythme, mais on n'a pas travaillé du tout à un rythme de contre-la-montre. Et il est très difficile après de se remotiver, de retrouver le rythme du contre-la-montre. Ça, Garmendia a très bien su le faire. C'est une très bonne performance de sa part. On a aussi en action Frank Vandenbroek, qui est un jeune coureur, vous l'avez dit, 22 ans, Jean-René, qui ne doute de rien. Nous avons parlé avec lui hier soir et il était très confiant avant ce contre-la-montre. Il a peu fait de courses de cet ordre jusqu'ici. Mais bien qu'il parte dans l'inconnu, il n'était pas anxieux. Ah, alors là, voilà Chris Borman. Et regardez, grâce à nos amis d'Organisport, des stats intéressantes. Chris Borman qui s'élance. Une 16 sur Jalabert, 28 secondes sur Armstrong, 5 secondes sur Leblanc. Ça va être quelque chose. Et il a le fameux Dossard 51. Vous le connaissez bien, Bernard Thévenet, celui-là. Ouais, mais je crois que pour gagner quand même ici, ce sera difficile. Hein, parce que pour reprendre une 16 à Laurent Jalabert... Non, mais gagner l'étape... ce sera difficile. Gagner l'étape. Hein. À gagner l'étape, oui. Ah, c'est ce que tout le monde pense. Hein. S'il venait à échouer dans cette étape, beaucoup de gens seraient surpris. Voilà Carlo Bomans, l'ancien champion de Belgique qui en termine. Formation Mapaille. Bonne performance également de Bomans. Presque 53 km/h. Alors, Jean-Paul Olivier est aux côtés de Richard Virenque. Bonne occasion, Jean-Paul, de demander à Richard ce qu'il pense de ce parcours. Oui, effectivement. Alors, Richard, c'est un parcours que vous connaissez bien, puisque vous êtes un peu de la région en étant du Var. Alors, parlez-nous un petit peu du vent et du parcours en général. C'est un parcours tout plat, avec un vent favorable au début et légèrement de côté.
Et je pense que c'est un parcours vraiment d'homme puissant. Et moi, pour ma part, qui ne suis pas trop puissant, j'ai amené un braquet de 54-12. Et j'ai joué avec le 12 et 13 tout le long du parcours. Et je pense que les braquets employés, les moyennes vont être vraiment élevées parce que ça roule très vite et on a la sensation de marcher très bien. Donc je ne sais pas mon temps, mais bon, c'est un contre-la-montre assez facile par rapport au Col d'Aise. Voilà, merci Jean-Paul. Nous allons reprendre le... Moi, comme favori, je dirais que c'est toujours le même. Il n'a pas changé, c'est Laurent Jalabert. Merci Jean-Paul Olivier, merci Richard Virenque. Laurent Jalabert favori, hein, le pronostic de Richard Virenque. Il nous a pas dit que c'était du contre-la-montre ou de Paris-Nice, du classement général. Je crois que c'est du il n'a pas pris contre-la-montre. de risque là. Je crois que c'est des contre-la-montre. Et alors que Laurent Jalabert va bientôt partir, alors, regardez. Lui est un des bons coureurs de ce début de saison. Regardez comme il se bat. Vainqueur d'étape sur le Tour de Valence, il s'agit bien sûr de Didier Rousse, homme du Sud-Ouest. Je vous le disais tout à l'heure, comme Laurent Jalabert, comme Frédéric Moncassin. Didier Rousse qui est dans les, il est dans les 20 premiers, les 16e du classement général. Et il va faire un bon temps. Il se bat pour garder cette place dans les 20 premiers. Il a raison. Tous les places engrangées donnent des points au classement UCI qui est devenu au cyclisme ce qu'est le classement ATP au tennis, c'est-à-dire une référence mondiale constante. Et il a raison Didier Rousse. Et en plus c'est un jeune coureur de s'imposer des efforts contre la montre. C'est intéressant pour son avenir. Il faut absolument, lorsque l'on a la possibilité d'être motivé, d'être placé pour un contre-la-montre, de faire ce contre-la-montre à fond pour être apte dans les prochaines fois, pour avoir une expérience de soi-même. C'est ce que fait Boardman ici, hein, parce que lui, il a une très très bonne expérience du contre-la-montre. D'ailleurs, en Angleterre, il y a pratiquement il a ici 55-12. Ça donne combien par coup de pédale? 9 mètres 80, entre 85 et 87, on ne va pas chipoter au millimètre. Je dirais ça fait presque 10 mètres à chaque tour de pédale. Ouais. C'est impressionnant, mais le plus impressionnant, c'est pour appuyer sur la pédale qu'elle s'enfonce. Hein, parce qu'il faut avoir beaucoup de force. Ce n'est rien de mettre... tout le monde peut mettre 55-12, c'est rouler à 55 à l'heure qui est difficile. Voilà Marco Saligari qui en termine. Il faut préciser que Christopher Bormann est très enrhumé. Vraiment, bon, c'est un garçon qui... on se souvient de sa chute terrible dans le prologue du Tour de France l'an dernier, de cette fracture de la malléole, de cette triple fracture. Il s'est battu pour revenir le plus vite possible, pour se réentraîner en fin de saison, pour reprendre la compétition en fin de saison et retrouver dès le début de cette année un très grand niveau. Regardez cette position magnifique, véritablement. On a l'impression d'avoir une image modèle. En fait, cette image, hein, Bernard Thévenet, il faudrait la prendre et la distribuer une cassette à toutes les écoles de cyclisme pour dire aux jeunes qui veulent devenir coureurs et pourquoi pas champions, eh bien regardez cette position extraordinaire. Regardez, il est profilé au maximum, impressionnant. Hein. Mariano Rojas qui en termine. Et second, hein, Rojas. 22-25. Excellent temps de Rojas. Babos Carding d'une seconde. Ouais. Voilà, on retrouve Chris Bormann. Très très jolies images. France 3 Marseille, SFP, TDF, Jean-Marc Lénoret, Tristan Nolin à la réalisation. Regardez ces images. Ça va vraiment très très vite. Oh là 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 là. Très très vite. Alors, bon, Christopher Bormann, 27 ans. Beaucoup d'ambition pour ce garçon. Sa chute de l'an dernier a freiné, bien sûr, sa progression et sa carrière. Mais on se souvient qu'en 94, il avait gagné le prologue du Tour, qu'il avait été maillot jaune pendant 3 jours sur le Tour de France, gagné des étapes dans le Dauphiné libéré, très présent partout. L'an dernier encore, il avait été très présent. Il avait terminé 2e du critérium du Dauphiné libéré. C'est un garçon qui ne cesse de progresser, alors que Chris Bormann va arriver dans la baie des Anges. Voilà Francisco Cabello, le sprinter espagnol, qui en termine. Formation Kelme-Artillac. Il y a eu, c'est aussi une des nouveautés de l'intersaison, une fusion entre les deux équipes, Kelme et Artillac, les deux équipes espagnoles. 22-48. Ce sont des bons temps, hein, Bernard. Oui, c'est... en faisant plus de 54 de moyenne, les gens se retrouvent à la 10e place. 3e du classement général. Alors,
intéressant tout de suite de voir la position. Autant Chris Borman était en ligne parfaite, hein, rien ne dépassait d'un dixième de millimètre. Regardez comme Luc Leblanc est toujours un peu déhanché. Tout cela, bien évidemment, à cause de cette jambe gauche qui a été blessée dans un terrible accident et qui l'a toujours handicapé. Là, la jambe gauche qui est légèrement plus courte que la jambe droite. Et puis on se souvient qu'il a été opéré l'an dernier d'un pincement du nerf sciatique. Axel Merckx. Voilà, Axel Merckx. Lui aussi, très très bien profilé. Très bonne position, Bernard. Hein. Il va faire un bon temps aussi, Axel. Également, il fait un très bon Paris-Nice ici. Beaucoup de ressemblances avec son père, hein, dans les épaules qui bougent un petit peu. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un garçon qui progresse. C'était Eddy Merckx qui était derrière dans la voiture. Et dans la voiture suiveuse, c'est pareil. Il le couvre de son fils. Ouais, sans lui mettre de pression. Oui, oui. Hein, c'est ça qui est bien. Hein. Il ne lui a jamais. Vous savez, Jean-René, lorsqu'on s'appelle Axel Merckx, on a cette pression. Ouais, oui, c'est exact. Oh là là, regardez, regardez Luc comme il est déhanché sur ça. En plus, le vent vient de la droite, donc ça donne encore un peu plus cet effet de déhanchement. Là, le Suisse Rolf Jarman. Oh, ça m'a frappé. Vous savez, sur la première image, Luc Leblanc, ça m'a frappé tout de suite de voir cette position. C'est vraiment très étonnant. Plus de 53 de moyenne, Rolf Jarman. Voilà, on retrouve Luc. 3e du classement général. C'est le grand retour de Luc Leblanc. De nouveau très, très ambitieux. Et qui, là, dans ce Paris-Nice, il est 3e pour l'instant du classement général à 1,11. Il possède au classement général 5 secondes d'avance sur Borman, 6 secondes sur Van den Broek. Ouais, c'est serré. Hein. Ce sera apparemment difficile, mais je crois que de toute façon, même si Luc est battu, dépassé par Borman et Van den Broek, il sera content de son Paris-Nice. Il y a très longtemps qu'il n'avait pas fait une véritable performance en vélo. Et ici, il est en train d'en réussir une. Donc pour lui, ce sera finalement un Paris-Nice très bon. Mais il lui faudra vérifier sa position, pouvoir trouver les moyens de corriger sa position. Les voitures là sur l'autre partie de la chaussée. Heureusement là il y a une bande transversale qui partage la chaussée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques instants. La sécurité dans les courses, c'est véritablement quelque chose de très très important et des fois des chutes stupides. Alors au 10e kilomètre, Laurent Brochard, 10,48, 3 secondes d'avance sur Montéor. Laurent Brochard est parti avec un développement de 55,11, 10 mètres 55 à chaque tour de pédale. Répétez. 55,11, soit 10 mètres 75, pardon, 10 mètres 75 à chaque tour de pédale. Je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il y a énormément de gens qui aiment bien sûr le cyclisme et qui le pratiquent aussi. C'est pour ça que je vous ai fait répéter, parce qu'il y a des chiffres. On se dit non, j'ai mal entendu. Et non. Il y a seulement une dizaine d'années, on aurait crié fou, on aurait cru impossible de mettre un tel développement. Et ici, je pense que Chris Borman a lui aussi un très grand développement. Et vous voyez à quelle allure il tourne les jambes avec un tel développement. Lance Armstrong, 2e du classement général à 48 secondes. Et regardez sa bicyclette, toute spéciale, tout en titane. Cadre tout au moins, tout en titane. Regardez la forme, regardez son dos. C'est bizarre. Là, regardez. Je crois que c'est un effet de perspective. Regardez. Voilà Andrea Perron qui en termine. Le premier des 10 premiers du classement général a en terminé avec ce contre-la-montre de 19 km 900. Plus de 53 km/h de moyenne lui aussi. Et on revient bien sûr avec Lance Armstrong. Moi je suis très très impressionné, Bernard, par l'évolution de ce garçon. 54,12, 9,61 m.
je suis très impressionné par les progrès effectués par Lance Armstrong. Bon, évidemment, champion du monde, vainqueur de la classique à Saint-Sébastien, vainqueur d'étape sur le Tour de France, mais on l'a vu cette semaine aller ferrailler dans les arrivées en altitude avec Laurent Jalabert. À Chalvignac, le lendemain à Millau, il a recommencé. Quel beau coureur. Et voilà Andrea Perron là qui en termine. Et sixième, il y a évidemment la lutte pour les premières places au plus attendant. Les pas intermédiaires de Franck Vandenbroek, de Chris Forman, de Luc Leblanc, de Lance Armstrong. Grâce à la loupe qui se trouve à l'arrivée. Caméra dirigée par Jean-Marc Lénoret. Il y a beaucoup de pays qui reprennent les images de ce Paris-Nice. Paris-Nice qui obtient un très très grand écho et que vous avez vu bien sûr hier sur France 2, aujourd'hui sur France 3, tous les soirs dans tous les sports, tous les soirs sur France Supervision si vous pouvez le recevoir dans le format 16/9e. Et bien sûr dans les différents journaux de France 3, de France 2. Alors d'ores et déjà, un rendez-vous tout à l'heure dans Stade 2 sur France 2. Pierre Salblac, 17h50. Eh bien, nous serons en direct avec Laurent Jalabert dans Stade 2. Et puis samedi prochain, Milan-San Remo bien évidemment, sur France 2, samedi après-midi. Voilà André Schmil. Il est très fort André Schmil, hein. Il vient vainqueur d'étape 4 fois dans les 10 premiers sur ce Paris-Nice. Il va être très très fort dans les classiques. Il s'est débarrassé de son bonnet aérodynamique. 32 secondes et 66 centièmes. André Schmil, ça va être un des favoris de Milan-San Remo samedi prochain. Et 66 centièmes pour André Schmil. Derrière lui, nous sommes l'arrivée de Laurent Madouas, de Inigo Cuesta et de Laurent Brochard. Pour l'instant, sur la ligne d'arrivée, toujours un seul coureur en moins. Voilà Laurent Jalabert, maillot blanc, leader du classement général, tout de suite. Alors que nous voyons de nouveaux écarts au 10e kilomètre. Chris Bornan est maintenant meilleur temps au 10e kilomètre. On va attendre bien sûr les temps de ceux qui le précédaient au classement général, le blanc Armstrong Jalabert. Alors, Laurent Jalabert, d'abord, son matériel, Bernard Thévenet. C'est un vélo, je crois qu'il a expérimenté cette année au Tour de Valence. Il a lui aussi choisi une roue lenticulaire pleine à l'arrière et à rayon plat ou à bâton à l'avant. À l'allure où il roule, on ne voit pas très bien. C'est un cadre en carbone qu'il utilise. Et lui a choisi, il ne savait pas. Jusqu'au moment du départ, pratiquement, il ne savait pas s'il allait choisir 54 ou 55. Et la plupart des concurrents ont opté pour un 11 dents. Même s'ils n'utilisent pas, les spécialistes comprendront, pour le 11 dents, c'est le pignon qui est le plus à droite, bien sûr. Et lorsque on ne peut pas mettre le 11 dents, on met le pignon qui est juste avant, on a une meilleure ligne de chaîne. Donc, moralité, il vaut mieux garder un pignon à droite qui ne sert pas à rien, mais pas souvent. On a un meilleur rendement. Alors, information importante, largement développée par notre confrère Jean-Yves Denord dans le Figaro d'hier. C'est bien évidemment les ambitions de Laurent Jalabert en fonction de l'épreuve contre la montre des Jeux Olympiques d'Atlanta. C'est très 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 important pour deux raisons. D'une part, bon, il y aura cette année, vous le savez, tous les meilleurs coureurs du monde. Indurain, Jalabert, Viran, Schmil, ils seront tous à Atlanta pour disputer sur route le titre olympique. Et il y aura également un titre olympique contre la montre. On sait déjà que Indurain, Olano, Rominger, Berzin devraient s'aligner dans ce contre la montre. Eh bien, Laurent Jalabert, lui aussi, va le faire. Il en a parlé durant ces derniers jours, notamment avec Patrick Cluzot, qui fait un superbe travail comme directeur technique national du cyclisme français. Patrick Cluzot qui a été engagé par Daniel Ball, le président, et qui fait un gros travail dans toutes les disciplines que comporte le cyclisme. Eh bien, Laurent Jalabert devrait donc, alors que Laurent Madouas en termine, Laurent Jalabert devrait à Atlanta doubler la route et le contre-la-montre. C'est véritablement très important et cela démontre aussi, en fonction de la suite, que Laurent Jalabert maintenant, dans sa tête, a intégré complètement le contre-la-montre et qu'il sait que sa victoire dans le Tour, cette année, l'an prochain, dans 2 ans, passe par un léger mieux contre la montre. Hein, Bernard, c'est probable dans la carrière de Laurent. Oui, j'étais assez surpris lorsque Laurent m'a avoué au moment du départ du Tour du Haut-Var qu'il envisageait de faire le contre-la-montre, de courir le contre-la-montre des Jeux Olympiques. Donc c'est effectivement une nouvelle façon de penser de Jalabert et de Manolo Saiz.
Et Jalabert, effectivement, aura intérêt à s'améliorer dans le contre-la-montre, à rechercher enfin, s'améliorer, attention, il est déjà très très bon. Oui. Il faut s'améliorer encore dans le contre-la-montre. Laurent Jalabert, L'équipier Cuesta ici. que nous avons quitté pour son camarade coéquipier Inigo Cuesta. Inigo Cuesta, que nous avons sur la ligne d'arrivée, le premier coureur. Horace Cuesta. Cuesta qui était deuxième derrière Jalabert du Tour de Valence. Très très bon coureur, c'est Inigo Cuesta. C'est la garde montante, c'est ça qui est extraordinaire avec Manolo Saiz, le directeur sportif de l'équipe Once, c'est qu'il a actuellement le meilleur coureur du monde, plus Mori et compagnie, et que déjà, il a une nouvelle vague de coureurs qui ont 4-5 ans de moins, Roras, Cuesta et tout, et qui vont constituer dans 3, 4, 5 ans l'autre génération. Quel travail de prospection de Manolo Saiz qui, c'est vrai, dispose au sein de la formation Once de moyens très importants. Mais enfin bon, les moyens, il ne les a pas trouvés par hasard, c'est parce qu'on lui a fait confiance. C'est qu'il a des moyens très importants, mais il ne les gaspille pas. C'est déjà une très bonne chose. Oh, il y a une complicité. Et il est vrai que lorsque l'on écoute aussi bien Manolo Saiz que Etcheverry. Voilà les temps, regardez Bernard, 10e kilomètre, Borman est devant. Borman 10,37, Laurent Jalabert à 8 secondes, Van den Broek à 9 secondes, Brochard à 11, Armstrong à 14. Oh la bagarre, quelle bagarre entre les premiers du classement général. Et pour l'instant, avantage à Borman. Voilà Laurent Brochard qui en termine, qui emmène ce développement complètement fou, 10 mètres. Regardez le temps de Laurent Brochard, ça va être le meilleur temps. Erwan Manteour 21,54, Brochard 42, 43, 44. Voilà, 21,48, 1 centième. Moyenne horaire, 54 km/h, 762,10. Ouh là 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 là, c'est les TGV. Oui, mais c'est une excellente performance de la part de Laurent Brochard qui a rarement réussi d'aussi bon contre-la-montre. Ouais. Je suis persuadé que Laurent Brochard a compris cette année que c'était la bonne année pour percer, qu'il lui fallait absolument concrétiser les résultats que l'on attendait de lui. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de parcourir non seulement un très bon parénisme, mais il est en train également de nous régaler dans ce contre-la-montre, de faire un excellent temps du contre-la-montre. Alors, regardez, très intéressant cette projection au 10e kilomètre, c'est-à-dire au chronométrage intermédiaire. Voici la manière dont s'établit le nouveau classement général. Armstrong est toujours deuxième, mais à 54 secondes. Borman devient troisième, Van den Broek quatrième, Brochard cinquième et Luc Leblanc rétrograde de 3 places. Il y a Tchmilé qui remonte également. C'est intéressant. On savait que ce contre-la-montre aurait des conséquences. Vous avez remarqué qu'Armstrong a perdu 14 secondes sur Boardman. C'est lui d'ailleurs, Armstrong. Ouais. Et il a toujours au classement à mi-parcours. Et maintenant, il a encore 14 secondes d'avance sur Boardman. Donc, si les deux coureurs continuent dans la même logique, ça va se jouer à une petite seconde à l'arrivée. Ouais. Elle se fait mal ici, Lance Armstrong. Ah oui, regardez sa bouche. On cherche à respirer. Voilà, Frank Van den Broek qui en termine. Il termine comme un bolide, Frank Van den Broek. Je ne serais pas surpris qu'il fasse un superbe temps. Nous allons voir le chronomètre apparaître. Regardez, 21,48 Laurent Brochard. Frank Van den Broek. Aïe, ça va se jouer véritablement. Pour un rien, 48, 49, et non. Et ben c'est toujours Laurent Brochard qui est meilleur temps. Et Frank Van den Broek, deuxième temps. Très bon contre-la-montre. À celui-là, on n'a pas fini d'en entendre parler. À condition qu'il n'ait pas de problème physique, car malheureusement, Frank Van den Broek est un peu fragile. Quand il a une grosse charge de travail ou plusieurs journées de mauvais temps, il a tendance à avoir des tendinites, des inflammations, donc au niveau des tendons. C'est un peu son handicap. Oui, mais il est jeune, il a encore le temps de s'aguerrir, mais justement, il lui faudra être patient, s'aguerrir petit à petit. Pas aller trop vite. Ici, Laurent Jalabert. Ouais. Laurent, regardez la bouche de Laurent. Regardez, lui aussi. Oh là là. Alors, on ne roule pas à 54 km à l'heure, c'est amusant. C'est vraiment très très difficile, bien sûr. Et beaucoup des coureurs, des principaux. Vous avez entendu? Voilà Borman qui en termine. On entendait derrière Laurent Jalabert, on entendait la voix de Manolo Saiz. Voilà Chris Borman, regardez. Oh là 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 là, il vient de faire un effort là, sur les 19 km 900.
il bouge pas d'un millimètre. Il n'a pas bougé depuis le départ d'un millimètre sur son vélo, suivi par Roger Leget que l'on voit au volant de la voiture Gann. Je dirais qu'il a été ciselé par un ingénieur aérodynamicien. Ah ouais, c'est vraiment, quel beau coureur. En plus, d'une quel écart. gentillesse. Et regardez, le temps, ce sera bien sûr le meilleur temps. Nous allons attendre que Chris Borman... On va bien écouter la moyenne. Oui, ça va être quelque chose. 21 minutes, 16 secondes, 12 centièmes, 56 km/h, 140. C'est extraordinaire. Oh là 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 là. Pensez, songez, Chris Borman a été recordman de l'heure en 1993, le 23 juillet 1993. Il avait réussi 52 km/h, 270. Les conditions ne sont pas les mêmes, il ne s'agit pas d'établir de comparaison. Simplement, il y a eu indiscutablement une progression sur le plan athlétique, ça c'est clair. 56, 140, c'est phénoménal. Yo, 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 yo. Allez, Laurent Jalabert maintenant. Ah, c'est une bataille d'hommes forts. Hein. Alors, Borman était un tour en dessous. Même en voiture pour faire cette moyenne. Il faut y aller que la nuit, la journée, c'est impossible. Non, c'est extraordinaire. 56, 140. Il faut avoir une force phénoménale pour pouvoir rentrer dans l'air à cette allure-là. Ouais. Alors Laurent Jalabert, je vous le répète si vous venez de nous rejoindre, regardez le classement UCI, la référence. Paris-Nice, Paris. Le classement dans Paris-Nice. Remarquez, c'est le même. On est habitué. C'est le même. J'ai vu le 1 apparaître. Vainqueur bien sûr de Paris-Nice. C'est le même et je pense que ça le restera. Vainqueur de Paris-Nice l'année dernière en 95 et bien sûr futur vainqueur dans quelques instants de l'édition 96 et numéro 1 mondial du classement UCI. Voilà Lance Armstrong. À Laurent Jalabert qui va franchir la ligne et qui va retrouver sa femme Sylvie, ses deux petites filles. Il va être content dans la carrière de Laurent Jalabert, l'équilibre familial. C'est le classement UCI. Joue un rôle essentiel. Le classement UCI, 12e. Lance Armstrong. On se souvient de son étape extraordinaire de Limoges l'année dernière, son arrivée. Ouais. Ah oui, après la mort de Fabio Casartelli. Extrêmement chargé d'émotions. Ouais. Voilà, nous sommes tout près de l'aéroport de Nice. On avait cru que c'était Boardman, mais ça fait la même couleur. Oui, c'est le maillot blanc aussi. Air Inter Europe. Et voilà un autre maillot blanc. Et voilà, vous avez vu un avion au sol. Et voici maintenant un avion en pleine action. Ah, il lui va bien ce dossard numéro 1. 23 victoires l'année dernière, déjà 5 victoires cette année. Il est bien profilé aussi sur son vélo, Laurent Jalabert. Dès ce soir, Laurent Jalabert part en Italie. Dès ce soir, il part en Italie, Laurent Jalabert, pour se mettre tout de suite, s'imprégner de Milan-San Remo. Aucun détail n'est négligé par Manolo Saiz. Manolo Saiz que vous voyez au volant de cette voiture jaune, qui est bien sûr la voiture Once. Qui utilise un microphone pour donner ses ordres. Enfin, c'est pas vraiment ses ordres, ce sont plutôt des conseils, des encouragements, des renseignements. Voilà Luc Leblanc qui en termine. Ah, il se bat lui aussi. Mais malheureusement, dans cette épreuve, tout en puissance, eh bien, Luc Leblanc est un ton en dessous. Regardez bien de face cette image. Regardez ce mouvement qui n'est pas académique du tout. Voilà Luc Leblanc, champion du monde en 1994. Il était 3e du classement général ce matin. Il va rétrograder. C'est obligatoire, mais il aura fait un bon Paris-Nice. Paris-Nice qui marque incontestablement le retour de Luc Leblanc au premier rang. Luc Leblanc dont on va entendre parler dans Milan-San Remo, mais dans les classiques ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, Liège-Valogne. Il sera là et il sera fort. Un autre qui sera fort et qui va s'inscrire lui aussi parmi les favoris de Milan-San Remo, c'est celui-là. Vous voyez qu'il a bien sûr un liseré arc-en-ciel car il a été champion du monde en 93 à Oslo. Il n'a que 24 ans, Lance Armstrong. Mais il a déjà beaucoup d'années de compétition derrière lui parce qu'il a commencé par le triathlon. Et on peut dire qu'il est professionnel depuis très longtemps, professionnel au cyclisme depuis quelques années. Regardez, il va s'y faire un bon temps. Il va même battre il va faire Laurent Brochard. Il va améliorer le temps de Laurent Brochard. Ah, je vous dis, 21,40 c'est le meilleur temps. 55 km/h, c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps derrière Borman, bien sûr. Il y a hors concours, Borman. Oui.
veux dire, c'est pour l'instant le meilleur Oui. temps 10. Voilà. Deuxième place, meilleur temps bien sûr, Chris Borman, hein, 21-16, Regardez 12 l'énergie centième. qui se dégage dans le Et visage deuxième temps, Lance Armstrong. d'Armstrong. En 21 minutes 40 secondes. Une volonté. Ouais. Eh bien, nous trouvons donc Laurent Brochard qui a réalisé À ce ralenti. Un exercice très difficile. Après autant de kilomètres intenses, à réussir à se mettre en danseuse pour terminer au sprint en danseuse sur un braquet gigantesque. Quelque chose de très très difficile. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Ah ben mon vieux. Et voilà, Laurent Jalabert qui est en train d'en terminer. Et nous allons bien sûr, il avait, rappelons-le, pour l'instant le meilleur temps, Chris Borman. 21-16, 12 centièmes, 21 minutes 16 secondes, 12 centièmes. Laurent Jalabert avait 8 secondes de retard au temps intermédiaire sur Christopher Borman. Et nous allons voir si dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans les 9 km 900 restants, nous allons voir si Laurent Jalabert a réussi à combler cet handicap sur Borman. Voilà. Le chronomètre, Laurent Jalabert ne gagnera pas ce contre-la-montre. Voilà, voilà. Les temps s'inscrivent devant vous. Il va très bien se placer quand même. Je ne crois pas. Hein. Non, non. Ouais. Il n'y a pas de problème. Borman, 21-16. Les secondes défilent. 21-30. Voilà Laurent Jalabert qui en termine. Laurent Jalabert qui se bat. Qui, bien sûr, va gagner Paris-Nice pour la 12e année consécutive. Il en termine. Et voilà Laurent Jalabert. C'est le 3e temps. 21-45. Donc Borman est premier, hein, 21 minutes 16. Le deuxième est bien sûr Lance Armstrong. Et le troisième est Laurent Jalabert. Voilà. Eh bien...